l'émission à Racaille. Et tout de suite, Piquet-Cou va vous causer dans le POSC, va vous lire un extrait du journal de Momo Utrillo. Vous allez pas, ouais, il a une très jolie écriture d'ailleurs. Un fac-similé sur un bouquin un bouquin d'expo. En fait, il y avait une exposition Valadon Utrillo à la Pinacothèque en 2009. À la bibliothèque de Montreuil, j'ai eu la chance de pouvoir emprunter le bouquin de l'expo. Et il y a une partie, il y a tout le journal d'enfance, oui, il appelle ça comme ça, d'Utrillo, qui a été photocopié. C'est encore ces pages de cahiers, il écrit sur des lignes. Et c'est vrai qu'il a une écriture très régulière. Ouais. Et donc, c'est un journal qu'il a écrit entre 1883 et 1918. Ouais. Donc, moi, j'ai choisi 2 extraits, en fait, qui se suivent. Donc le premier, il l'appelait le fou. Point d'exclamation. Donc c'est en 1904, alors Utrillo donc a une vingtaine d'années. Nous sommes alors en l'an de grâce 1904, à la suite de réitérées et nombreuses ingurgitations d'alcool dues à mon marasme où m'avaient plongé les inconsidérations des humains. J'en étais arrivé à l'état d'alcoolique pur. Bientôt, il fut de toute nécessité de me faire admettre dans une clinique payante, et ce, à la seule cause de calmer mes nerfs. Entre guillemets, une maladie nerveuse, enfin. N'insultez jamais un homme qui titube. Qui sait sous quel fardeau l'infortuné succombe. Alors, qu'invraisemblable quelquefois, la raison en folie s'érige par force, gens à foison. Ici, je passe sous silence les divers affronts que me valut ce séjour dans cette hospitalière et discrète demeure parmi les aimables Montmartrois, si spirituels, tendres, bons, complaisants, intelligents, distingués, indulgents. N'en jetez plus, il y en a encore, dès ma rentrée à la butte lumière. Alcoolique guéri, je végétais pendant quelque temps dans une inactivité fâcheuse et incompatible à mon tempérament nerveux et entreprenant. Bref, un certain jour d'été que je m'ennuyais à qui mieux mieux, j'eus une fâcheuse ou ingénieuse inspiration. Je me munis d'un carton, de quelques tubes de couleur et de pétrole, faute d'huile, et je m'en fus m'exercer en cet art difficile et ingrat qu'est la peinture, dans certains coins fort montmartrois. Ce fut là le commencement de mes tourments, dus à une populace profane. Voilà, donc après, la lettre suivante, le passage suivant s'appelle l'art. Mes débuts furent assez difficiles. Je reçus comme compliment, force pierres et sarcasmes. Je m'en continuais pas moins avec persévérance. Je vendis d'abord des tableaux, puis peu à peu me lançai dans cette carrière ingrate. Un certain jour de l'an 1909, j'eus l'heure de plaire à certains mécènes, en l'époque célèbre commissaire-priseur, qui eut l'heureuse inspiration de m'acheter quelques paysages. Moyennant quelques références que j'avais obtenues par suite de la complaisance sympathique d'un peintre partisan de mes œuvres, j'eus l'incommensurable bonheur d'obtenir de 2 de mes paysages la somme de 200 francs. Ce fut le premier amateur sérieux et intelligent qui s'intéressa vivement à mes productions d'art. Ici, cher lecteur, attendez que je vous narre maintenant les divers inconvénients du métier. Vinrent les vacances, tous les amateurs ou marchands de tableaux étant partis se rafraîchir les idées et le corps, si ce n'est l'âme, de vers la plage, la montagne ou la forêt. Tous les goûts et couleurs existants ont dans la nature et diversement appréciés par les différents mortels. Bref, amis lecteurs, comme la peinture que je pouvais composer ne me nourrissait nullement, j'usais du seul métier dans lequel j'eus quelque satisfaction. Je rentrai donc dans une maison de publicité rue d'Amsterdam en qualité d'écrivain, c'est-à-dire, ne vous fourvoyez pas, en qualité de confectionneur d'adresses ou imprimés ou bandes commerciaux. Je pouvais gagner, en travaillant laborieusement, 30 à 40 sous par jour, un salaire royal. Entre-temps, profitant des rares heures que me laissait ce travail, au lieu de flâner et bâiller aux corneilles comme un quiconque, je faisais quelques tableaux. Voilà, je peignis à cette époque sur un carton passable de qualité, ou tout au moins quelque peu détérioré, une cathédrale Notre-Dame de Paris,
que je considère comme une des meilleures productions picturales. Ce tableau, je le vendis plus tard 300 francs à certains mécènes de ma connaissance. Voilà, ça c'est ce cher Maurice Utrillo que nous avons rencontré. Enfin, on a rencontré son œuvre, son atelier, sa maman et son beaupe dans ce tout petit musée de Montmartre qui est vraiment craquant parce que c'est un lieu d'abord historique dans l'histoire de l'art, puisque des artistes comme Renoir, comme des gens comme ça, y ont vécu et y ont travaillé. Et il y a toujours justement ce magnifique atelier de Suzanne Valadon où travaillait Maurice Utrillo, où travaillait Uther aussi, qui est vraiment un rêve pour un peintre ou même pour un sculpteur, enfin peu importe, une lumière du Nord, mais elle est, oh là 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 là. Et puis vous dominez Paris, vous avez Paris à vos pieds, quoi. Voilà, c'est assez magnifique comme lieu. L'accueil est comme on a eu l'occasion déjà de rencontrer ce genre de manifestations sympathiques dans beaucoup de musées de province. Là, c'est exceptionnel. C'est à Paris, vous vous rendez compte. Voilà, où deux jeunes filles, quoi ça s'appelle déjà les deux petites jeunes? Alors il y avait Juliette et je sais plus si c'est Catherine ou Isabelle. J'ai un trou de mémoire. Ouais. Enfin que nous excuse Catherine ou Isabelle. Enfin deux jeunes femmes qui nous ont reçus très gentiment. Enfin tout ça, c'est à Paris, c'est un peu extraordinaire quand même, on doit dire, parce que c'est pas souvent le cas. Et c'est vrai, quand on franchit l'entrée de ce musée, on oublie tout ce qu'il y a autour, quoi. On est presque dans un petit coin de province avec ce jardin Renoir, ce petit café qui était malheureusement fermé parce que c'était peut-être pas la saison, mais on peut boire un pot effectivement dans ce premier petit jardin. Puis il y a plusieurs bâtiments dans le musée qui nous permettent de voir aussi bien les collections permanentes que l'exposition temporaire. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, c'est. Et puis alors, bon, pour y arriver, moi j'ai pris le funiculaire de Munich à monter 1 kilomètre d'escalier au pas avec un pas de grenadier ou plutôt de chasseur alpin. Et puis on se balade un petit peu, on passe par la place du Tertre évidemment. À 7 heures de la matinée, en cette saison, il y avait peut-être 3 peintres qui se gelaient les miches sur la place, voilà. J'ai été tenté évidemment de débaucher Pichécou pour l'emmener au Clairon des chasseurs, un bistrot que je fréquentais quand j'habitais à la Butte, voilà, il y a très longtemps. Bon. Et puis c'était un peu brumeux, tout ça, c'était un peu magique, quoi. Enfin, c'est là que Montmartre, malgré tout ce que je disais au début déjà, je rôde de temps, excuserez, malgré ce lourd handicap du tourisme et de tous les vendeurs de colis fichés qui peuvent s'installer là-haut, il reste quand même quelque chose de fort, quoi. Voilà. Ben c'est vrai, quand on est en plus comme ça, nous on était assez tôt, il était à peine 10 heures du matin, c'était encore très calme, il faisait froid. Et malheureusement, on n'a pas vu Jean-Yves Tardivel, un peintre qu'on avait rencontré, là, autour de qui on avait fait une petite émission aussi il y a déjà quelques temps. Ouais. Et ouais, c'est agréable, quoi. Ça fait du bien. Puis nous, on a cette faculté de se plonger en arrière, quoi. Oui, voilà, on est accompagné par tous les fantômes qui ont hanté ces lieux, Picasso, de toute l'école montmartroise où du temps du bateau lavoir, etc., quoi. Voilà, la ruche ou bateau lavoir? Moi, c'est le bateau lavoir. Le bateau lavoir, c'est ça. Voilà, bateau lavoir, parce qu'en principe, les bateaux lavoirs, c'est au bord de la Seine, hein, mais là, c'est sur la butte Montmartre, c'est un bateau lavoir. C'est comme, comment dirais-je, le chose de Noé, l'arche de Noé, qui s'est échouée sur la butte Montmartre, quoi. Voilà, au lieu du mont Ararat. Hein, ouais. Voilà. Bon. Le bateau lavoir dont il ne reste plus les ateliers. Il y a justement, je crois que le musée lance, ou les amis du musée lancent une souscription où il y a des projets d'architectes pour rénover cette vitrine. Je crois que c'est tout ce qui reste du bateau lavoir. C'est tout ce qui reste, oui. Bah oui, alors bon, un incendie là, c'est curieux quand même. Au prix du mètre carré à Montmartre, ça a dû aiguiser des appétits féroces.
qui font des chansons sur le milieu, ah quelle rigolade. Ils ne savent pas comment nous vivons et balancent sur nous des salades. J'en ai fait une à ma façon et je vous le dis sans fanfaronnade. Ça ne casse rien, mais l'air est très bien et vous chanterez tous au revoir. La valse à Dédé de Montmartre, au son de l'accordéon, vous donne le grand frisson. La valse à Dédé de Montmartre, on l'a fait 2 à 2 et les yeux dans les yeux. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse d'amour qui nous grise toujours. Dans tous les musées, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vraie. Entre nous, on est de bons bourgeois, notre rêve, c'est de pouvoir sur terre en planquer un peu chaque mois pour se tirer vivement des affaires. Dans un bled à Boisson, chez soi, enfin vivre comme des millionnaires. Entre poteaux, boire son apéro et le soir chanter au bord de l'eau. La valse à Dédé de Montmartre, au son de l'accordéon, donne le grand frisson. La valse à Dédé de Montmartre, on l'a fait 2 à 2 et les yeux dans les yeux. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse d'amour qui nous grise toujours. Dans tous les musées, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vraie. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse d'amour qui nous grise toujours. Dans tous les musées, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vraie. Voilà, c'était Dédé de Montmartre, interprété par Albert Préjean, un chanteur qui plaisait beaucoup à ma grand-mère. Racaille va vous causer par ma bûche de ce petit musée de Montmartre, vers lequel ma camarade Piquikou m'a conduit par la main, parce que c'est bon, voilà, j'ai besoin d'une accompagnatrice maintenant. Puis alors, elle est très forte en géographie, voyez-vous. Hein, toujours une carte dans la tête. Moi, j'aurais fait 10 fois le tour de la butte sans trouver le musée de Montmartre, mais avec Piquikou, tac, c'est direct musée de Montmartre. Alors là, dans une toute petite rue qui s'appelle comment la rue? C'est la rue Cortot, c'est au 12 rue Cortot, qui était donc le lieu où habitait Suzanne Valadon, où elle habitait une partie de sa vie avec son fils et son mari. Déjà rue Cortot, ça fait rêver, enfin bon. Et puis une entrée toute banale, voilà. On rentre là, on va montrer nos petites cartes de presse pour entrer gratuitement. Hein? Pourquoi tu fais ce signe? J'ai dit une bêtise encore. Pas du tout. Bon, voilà. Et comment dirais-je? Et bon, donc on rencontre ces 2 aimables jeunes femmes qui nous donnent le plan à suivre pour visiter cette expo. Donc il faut sortir dans un jardin qui s'appelle le jardin Renoir. Déjà, c'est toute une poésie. Et puis on traverse ce jardin, on passe une petite poterne et on voit un bâtiment en face de nous, assez sobre, mais enfin qui a un peu de classe quand même, architecturalement parlant bien sûr. On y va, on fait le tour, et derrière, c'est l'entrée du musée de Montmartre, où il y a l'exposition Utrillo, Valadon, Uther. Boum. Donc, on monte, on a une salle en bas, une salle au premier, une salle au deuxième. Il n'y a pas 3 étages, non, c'est 2. Et là, on fait un parcours assez enrichissant, passionnant. On visite, si vous voulez, mais en même temps, on apprend, parce qu'il y a aussi beaucoup de photographies, de cartes postales, etc., sur l'histoire du lieu. En plus, si vous voulez, de l'exposition des peintures. Alors, il y a des salles thématiques, dont une salle sur la commune qui nous a beaucoup ému, parce que et Montmartre, c'est un haut lieu de la commune, et là, contrairement à l'exposition qu'on avait vue à la mairie de Paris,
qui était à charge de la commune. Là, on a vu quelques photos, voilà, sur les, si vous voulez, la garde nationale avec les canons qui défendaient la butte, ça que les Versaillais salivaient pour reprendre, parce que j'étais armés les mecs. Hein. Et puis on a vu quelques communards morts, évidemment. Une petite histoire de la commune à Montmartre, très intéressante. Je dirais même passionnante pour nous, parce que c'est une histoire qui nous est très très proche, voilà, avec tout ce qui s'y est passé, toutes les souffrances et toutes les espérances que ça a pu générer à cette époque, voilà. Et puis aussi tous les moulins qu'il y a eu à Montmartre, il y en a eu en tout, je crois, 15 ou 16. Ouais, il y avait une quinzaine de moulins, en fait, et le premier datait du XVIe siècle. Du XVIe siècle, c'était assez ancien, quoi. Voilà. Et ils expliquent qu'effectivement, c'était pour moudre le blé, mais après aussi pour le raisin. Parce qu'il y a quand même, il y a le vignoble et la vigne de Montmartre, hein, qui est connue. D'ailleurs, le musée a un accès direct sur la vigne, sur ce qui reste de la vigne de Montmartre. Voilà, tout à fait. Donc c'était le seul qui reste, évidemment, tout le monde le connaît, c'est le moulin de Galette, voilà, mais sur toute cette théorie de moulin, parce que ça s'explique aussi, c'est sur une butte, donc pour le vent et tout ça, c'est favorable, voilà. Je pense qu'une fois que le Sacré-Cœur a été construit, ça a empêché le vent de souffler un peu partout, mais bon, ça c'est autre chose. On voit aussi la construction du Sacré-Cœur, le percement de l'avenue Junot, etc., où ça a commencé à défigurer complètement Montmartre, où il y avait vraiment des cabanes en bois, etc., des petits jardins et tout. C'était vraiment un quartier où c'était les prolos qui habitaient, puis pas les prolos les plus riches. Hein. Vous connaissez la chanson du Poirier, enfin un Poirier qui est né à Montmartre, qui est de Montmartre de père en fils, etc. Voilà. Je sais pas si on la passe, celle-là, non, on la passe pas. Si, voilà. si, on va la passer. On va la passer, voilà. Et puis bon, après toute cette histoire de Montmartre, de ces cabarets, ces bistrots. Oh oui, il y avait un truc génial. C'était un petit bar en zinc, en étain plutôt, du 19e siècle, mais alors qui était préservé de la fauche des Allemands, parce qu'ils avaient muré le petit bar, muré carrément pour le dissimuler à l'occupant, qu'il leur échouerait pour faire des armes, évidemment, parce que faut vous dire que l'épaisseur de l'étain sur le comptoir, c'est quelque chose. Hein. Et c'est tout craquant, tout petit. C'était un bistrot dans une épicerie rue de l'Abreuvoir. Rue de l'Abreuvoir. Non, mais rue de l'Abreuvoir. Hein. Une petite épicerie, voilà, où il y avait ce petit. Allez, on voit une photo d'ailleurs de la patronne ou du patron de cette petite épicerie derrière son bar. C'est pas une photo, hein, c'est un tableau en fait, c'est un tableau qui s'appelle La Belle Cabaretière et c'est un peintre qui s'appelle Marcel Leprun. Mais je crois qu'il y avait une photo aussi. Il me semble qu'il y avait une photo. Enfin, moi j'hallucine beaucoup. Hein. Enfin, bon, en même temps, piquez-vous plus fiable que moi. Parce que moi, d'un grain de poussière, je vous en fais, voilà, une roche carpe quoi? La roche carpétienne, non? Oui, quelque chose comme ça. Faut avoir l'air d'être cultivé. Qu'est-ce que je ferais pas? Bon. Alors voilà, tout ce petit, puis il y a aussi un piano qui a servi, un piano de bar, quoi, qui est là aussi, mignon comme tout. Un vieux poste de TSF. Un vieux poste de TSF qui passe de la musique d'ailleurs. Mais ça fait semblant que c'est le poste, mais c'est pas le poste, c'est comme si c'était le poste, quoi. Voilà. Des chansons de Montmartre, évidemment, etc., des musiques à l'accordéon, voilà. On peut voir aussi un petit film, c'est très mal foutu d'ailleurs ça, parce que c'est un écran panoramique et on est à 2 mètres de l'écran à peine. Ouais, bon, c'est un peu difficile à suivre, mais enfin bon, c'est aussi ça ajoute de l'ambiance à tout ça. Et puis enfin, on a dans ce musée permanent, on a pu voir des peintures. Alors pas seulement de la famille du trio Valadon-Hutter, mais il y avait aussi d'autres peintres. T'as relevé des... Oui. Dans l'escalier, là, il y avait deux poulbeaux qui étaient vachement sympas. Ah, magnifique. Hein. Avec toi, t'aimais bien le petit garçon qui jouait du tambour. Ouais, c'est vraiment le petit poulbeau classique. On peut l'imaginer sur une barricade. Ouais, mais pas les poulbeaux après qu'on a vu partout, justement. Il y avait une touche un peu naïve qui était vachement belle. Oui, puis Poulbeau, il savait dessiner. C'était quand même un grand dessinateur. Alors que les Poulbeaux, que les Rapins de Montmartre et Rofourgoutouris, c'est vraiment des horreurs. Faut le dire carrément. Il y avait des Stenlen aussi, hein, dans
dans la salle. Il y avait une salle qui était réservée au Théâtre Dôme qu'avait fait Henri Rivière. Et il y avait derrière, justement, tu avais un panneau avec des lunes de Stendhal. De Stendhal, oui. Il y avait 2 panneaux, très en longueur, quoi, comme des grandes marines, et oui, de Stendhal. De Stendhal, mais vous avez bien entendu, de Stendhal, celui qui a illustré les soliloques du pauvre de Rictus, hein. Ouais. Il y a aussi des dessins d'André Gilles, hein, bien sûr, parce que le lapin à Gilles est au 22 rue des Saules et tout à côté. Hein. Tout à fait. Voilà, il y a un peintre, dessinateur, affichiste, graveur libertaire qu'on a découvert qui s'appelle Ibels. Donc j'ai plus en tête tout ce qu'on a vu de lui, mais enfin j'avais noté son nom et je pense qu'on va refaire une émission sur certains de ces peintres qui sont très intéressants, quoi. Il y avait un pastel de Georges Villa qui s'appelait À l'intérieur du lapin à Gilles. Celui-là, tu dois t'en souvenir. Je crois que c'était dans la salle du petit bar, justement. Très bien. Un très beau pastel. Ouais. Et puis aussi au rez-de-chaussée, ce qu'on a aimé, c'est ce bois, un bois polychrome qui était le martyr de Saint-Denis. Bon, mais c'était très joli ce bois sculpté là. Ouais, assez étonnant, d'un anonyme d'ailleurs. C'est pas du tout. Eh ben c'est vraiment un travail très 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 beau. Ouais, comme un retable, quoi, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai retenu les noms. Bon, il y a Alfred Renaudin, Paul Yaki, Fernand Audrey-Prévost. Tout ça, c'est des artistes qui ont peint justement le Montmartre de ce début du siècle, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors c'est pas de la peinture à 2 balles, attention. Hein. C'est vraiment des œuvres qui tiennent au mur, comme on dit, quoi, qui tiennent la simèse. Et puis bon, Utrillo. Valadon Utère. Alors, Piquécou, ma camarade, est une fan de Valadon, mais elle est fan de toutes les artistes femmes, hein. Pas toutes. Pas toutes, alors lesquelles qui t'aimes pas? Marie Laurencin. Oui, je suis assez d'accord. Bon, c'est un peu gnangnan. Bon, voilà. Mais alors Valadon, par contre, c'est tout le contraire du gnangnan. Hein. Ouais, tout le contraire. Et si, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y avait une salle sur tout l'esprit des cabarets de l'époque, quand même. C'est vrai, important, quoi. Il y avait quand même la Goulue, Yvette Guibert, Aristide Bruant, tout ça, c'est quand même le Montmartre. Et rappelez qu'on a eu l'occasion d'écouter l'émission des rimes et des notes. Hein. Je crois que c'était celle du 14 janvier, justement, qui était consacrée. Ils avaient comme invité le patron du lapin le patron du lapin Gilles qui est venu parler de son cabaret, et ça nous faisait quand même envie d'aller y passer une soirée, quoi. On aimerait bien que tous les patrons soient comme c'était le Montmartre authentique, quoi, parce que dans ce cabaret, il semblerait que des grands de la chanson française aient fait leur début, quoi, comme Nougaro, comme des gens comme ça, quoi. Parce que Nougaro, La Goya, Alexandre La Goya. Et sinon, par rapport au musée, ce qu'on voit aussi, c'est que le musée est au 12 rue Cortot et qu'au 10 rue Cortot, c'était la loge du Père Tanguy. Le Père Tanguy, on sait bien, c'est le marchand de couleurs de Pissarro, Monet, Cézanne, Renoir, Toulouse-Lautrec. Enfin, c'est celui chez qui on pouvait laisser des œuvres quand on n'avait pas de sous pour s'acheter des couleurs, quoi. Voilà, et le Père Tanguy, alors ça, c'est aussi un des, comment dirais-je, un des personnages qui est dans le panthéon de Piquécou, hein. Chaque fois qu'il y a du Père Tanguy dans le coin, là, on la sent quand même qui commence à, voilà. Elle est déjà très vivante, mais alors là, elle est intenable. Bon. Ouais, j'avais lu une fois, justement, c'était dans les chroniques d'Octave Mirbeau, il y avait tout un passage sur le Père Tanguy qui était très touchant. Ouais, je me souviens, tu m'en avais parlé, ou me fait lire, je sais plus. Bon, et puis, alors je vais peut-être pouvoir placer mon couplet sur Utrillo, mais surtout Utrillo, parce que moi, je le cacherai pas, c'est celui qui m'intéresse le plus, que j'aime. Valadon, je suis mitigé quant à Uther, alors là, c'est vraiment le Nars pour moi. Picou m'a dit qu'il avait eu beaucoup de succès, bon, je veux bien, le mauvais goût, c'est ce qui est le plus répandu, hein, sur notre planète. Bon, je suis méchant, mais tant pis pour lui. Parce qu'il a profité quand même, c'est un genre de gigolo qui a profité, si vous voulez, du succès, de l'aura de Valadon et de l'étoile scintillante pour Utrillo. Lui, il était là derrière. Il a profité tout, il a vraiment une gueule de garçon boucher. J'en veux pas au boucher, hein, mais bon. Ouais, le personnage est pas très sympathique. Non, pas très sympathique, on peut pas dire. Par contre, Utrillo, j'ai vu des peintures qui m'ont fait... Alors vous me direz, ouais, Utrillo, oui, ben non, c'est pas... Ouais, non, c'est... Pour moi, c'est vraiment quelqu'un, c'est une peinture... C'est très subtil, c'est pas évident, c'est pas... Vous en prenez pas plein la gueule, etc. C'est comme lui, c'était un personnage assez effacé, pas aussi picolé comme ça, c'est parce qu'il était bourré de complexes, de choses, voilà, qui remontent probablement à son enfance, à
l'immense personnalité de sa mère, voyez-vous, bon, puis qu'il est alcoolo aussi, enfin bref, mais sa peinture, quand on rentre dedans, quand on arrive à rentrer, c'est pas évident, mais quand on arrive à rentrer dedans, et là, c'est que du bonheur, franchement, du bonheur. C'est la paix, c'est un monde qui n'a probablement jamais existé, qui n'existera jamais, qui n'existe que par la magie de la peinture de cet artiste Montmartrois, voilà. Alors, je crois que c'est un des artistes les plus imités dans le monde, des faux Utrillo. C'est à l'appel, parce que c'est quand même, bon, on peut bluffer, si vous voulez, comme je vous dis que c'est une peinture très fine, très subtile, qui n'est pas évidente, qui n'est pas caricaturale, voilà. C'est un pinceau qui tremble un peu, ce sont des couleurs qui sont, voilà, c'est des tons, mais rompus de chez rompu, quoi, voyez-vous, c'est pas des couleurs qui sortent du tube, c'est vrai, c'est travaillé délicatement, alors il a eu des périodes, la période blanche, c'est presque ma préférée, puis deux autres périodes, enfin bref, la période Montmartroise, puis une autre, bon, 3 périodes il a eu, mais bon, j'ai toujours un petit doute sur ces classements faits par des soi-disant spécialistes de rien du tout, voilà, disons que, bon, il a peint, parce que s'il y a une variété, en même temps, il a peint tout Montmartre, il a peint aussi les bleds où il a vécu, etc., etc. Alors, sa peinture allait évoluer, à un moment, celle que j'aime le moins, si on peut dire oui, il y a des périodes que j'aime le moins, c'est quand son travail devenait trop académique, classique, parfait, il n'y avait pas une tâche, rien, que vous voyez. C'était un peu comme cette avenue rosée à Sannois, voyez-vous, une huile sur toile, 50-70 de 1912. Alors là, je pense qu'il est à l'apogée de sa technique. Hein, quoique quand on voit à côté un agrandissement, on ne peut pas dire que ça soit si fin que ça, mais il y a aussi le moulin de Sannois qui semble parfait comme ça, en tout cas en reproduction, du point de vue de la qualité du travail, de l'exécution. Mais alors par exemple, vous avez le lapin agile à Montmartre, peint par Utrillo, c'est une symphonie. C'est la symphonie fantastique, façon Utrillo, quoi. Comme l'église de Marisy Sainte-Geneviève aux environs de la Ferté-Milon. J'adore. Voilà. Alors évidemment, il y a des vues du Sacré-Cœur à Tire-Larigot, bien sûr. Et alors, il y a des photos d'Utrillo qui ressemble à un comique troupier du cinéma muet qui s'appelait Beau Citron. Et je me souviens, quand j'étais enfant, c'était Beau Citron couleur d'affiche. Et franchement, il y a une photo d'Utrillo devant son chevalet en train de sourire, là. C'est vraiment Beau Citron peintre. Voilà, Beau Citron, peintre Montmartrois, tout à fait. Il a l'air un peu... je dirais pas idiot, mais bon, ça frise un peu ça quand même, vous voyez. C'est pas vraiment le mec qui aime... Voilà, c'est ça, c'est la période blanche, l'apogée du trio et l'épanouissement de Valadon. Alors vous le voyez devant son cheval, un beau cheval à manivelle d'ailleurs, ouais, avec une immense palette, et c'est, voilà, il y a une église de banlieue de Maurice Utrillo, voilà, c'est magnifique, enfin c'est vraiment, il y a des couleurs surprenantes, enfin... Et puis il y a aussi parfois, bon, j'en peux gâcher, mais bon, l'ensemble est quand même assez, pour moi très très beau, très craquant. Bon, alors, en tout cas, dans cette exposition, c'est lui qui est le plus représenté quand même. Oui, même. c'est lui, oui, parce que il a peint probablement des milliers de toiles, il a fait des dessins de tout, quoi. Il y avait toute une petite série de gouaches là qui était bien. Qui était bien aussi. Il a fait aussi de la litho, etc., etc. C'est un artiste assez complet quand même. Il y en a pas mal des lithos d'accrocher au CIMES du musée. Tout à fait. Non, on a, encore une fois, je crois que pour apprécier le travail de ce peintre, il faut être soi-même, essayer de s'oublier, quoi. Voilà, il faut rentrer là-dedans sans a priori, sans essayer de se débarrasser un peu du mythe, voilà, qu'il a présenté. C'est vrai qu'il buvait beaucoup, qu'il était alcoolique, etc. Mais il y avait des raisons pour ça. L'alcoolique, je rappelle que l'alcoolisme c'est une maladie, que c'est pas un vice. Voyez, voilà, c'est une maladie. Ce sont des gens souvent qui sont psychologiquement assez fragiles et qui ont besoin de ça pour pouvoir exister. Voilà. Mais c'est ce qu'il dit un petit peu dans ce que j'ai lu, qu'avant de porter un jugement sur quelqu'un qui est alcoolique, on ne sait pas quel fardeau il porte. Voilà.
tout à fait. Et lui, je vous dis, son fardeau, il est tellement évident, hein, parce qu'avec une maman, quand il était petit, c'était sa grand-mère qui s'occupait de lui, la maman de Suzanne, qui était une sorte de paysanne, assez sérieusement. Oui, vraiment, parce que Suzanne Valadon, elle sort pas d'une famille princière, on peut pas dire. Hein. Et sa maman était très occupée pour travailler, elle était modèle, elle était aussi la maîtresse de Toulouse-Lautrec. Il faut dire que à cette époque-là, elle a failli, elle, devenir vraiment une alcoolique, encore pire que son fils, parce que Lautrec, il picolait comme un âne et tout ça. Enfin, un âne ne picole pas, mais il mange plutôt du son. Mais voilà, je veux dire, il a eu une enfance quand même assez déjantée, familiale, c'était pas très... Tout en ayant en fait avec sa maman une relation un peu oedipienne, c'est-à-dire qu'il l'a complètement encensé. On voit bien, il y a quelques phrases sur les murs du musée où il est vraiment en admiration devant cette femme, quoi. C'est son dieu, en quelque sorte, voilà. Et d'ailleurs, c'est seulement à la fin de sa vie, quand Suzanne Valadon commence à vieillir, en fait, qu'elle s'inquiète pour l'avenir de son fils, et que elle va quand même lui trouver une femme qui sera Lucie Valor. Une femme. Voilà. Il faut avoir beaucoup d'optimisme pour la qualifier de femme. Mais enfin bon, c'était un espèce de dragon invraisemblable, voilà, qui pour le faire peindre, elle l'enfermait, elle le privait de pinard, et puis la carotte c'était le pinard, voilà, et puis tant qu'il avait pas fait un certain nombre de peintures, et ben bon, il avait pas à boire. Enfin bon, c'était un enfer en fait pour lui. Puis elle était croyante, etc. Elle versait dans la bigoterie, et lui, il était un peu obligé de suivre. Je pense pas que ça devait être son dada, mais enfin bon, comme il était faible de caractère, c'est pour ça qu'il était alcoolique. Et ben voilà, il a été sous la domination des femmes depuis son enfance. Sa grand-mère, sa mère et Suzy Valor, là, cette espèce de folle là. Je vous assure, quand vous voyez les photos d'elle, moi j'avais vu un reportage là-dessus, un petit film, qu'on les voit tous les deux. Oh là là, ça fait peur. Hein. Bon, enfin. Ouais. On peut dire en fait, c'est pareil que Trio a laissé beaucoup de toiles en échange de bouteilles de vin, hein, aussi bien dans les cabarets du coin. En fait, je pense qu'il y en a qui en ont pas mal profité pour récupérer des peintures. Oui, tout à fait. Et alors, dans ce musée, on voit qu'il a un film de Sacha Guitry qui s'appelle Si Paris m'était compté. Si Paris m'était compté, et Utrillo apparaît dedans. Il a tourné place du Tertre devant son chevalet, et on voit quand il serre la main à comment dirais-je, Sacha Guitry, qui est à moitié mort aussi, qui marche en chaise roulante aussi, et quand voilà, Utrillo. Alors moi j'ai hâte de revoir. Je crois que je l'avais déjà vu. Mais j'aimerais bien revoir, parce qu'on voit vraiment Utrillo, enfin un peu à la fin de sa vie, mais qui peint place du Tertre, et ça c'est assez mythique quand même. Hein. Et il avait un pote, c'était Eugène Paul aussi, qui était aussi lui aussi c'était un numéro qui était pas mal, qui s'alcoolisait pas mal, et que j'ai pas connu, mais que j'ai vu à Montmartre quand j'y étais. Voilà, je l'ai vu travailler place du Théâtre. Et qui habite encore dans le coin. Il est mort, non? Il est mort, mais il habitait, oui, parce que Tardivelle nous en avait parlé. Oui, il avait rue Le Pic, je crois qu'il avait sa maison. Il avait son appartement rue Le Pic, je crois. Voilà. Bon, j'arrête avec Utrillo parce que Dominique Piquet-Cou s'impatiente dans la régie. Il faut qu'elle cause aussi, hein, quand même un petit peu, malgré qu'elle fasse les gros yeux, parce que je viens de dire une bêtise de plus. Malgré que je sois un roturier, le dernier des fils d'un poirier, de la rue Berthe, depuis les temps les plus anciens, nous habitons, moi et les miens, à Montmartre. L'an 1870, mon papa qui adorait le 3-6 et la verte est mort à 47 ans. Ce qui fait qu'il repose depuis longtemps à Montmartre. 2 ou 3 ans après je fis ce qui peut s'appeler pour un bon fils une rue de Perthes. Un soir sur le boulevard Rochechouart, ma pauvre maman se laissait choir à Montmartre. Mais on était chouette en ce temps-là, on ne sacrait cœur et pas sur la butte déserte. Je faisais la cour à Nini, Nini qui voulait faire son nid à Montmartre. Un soir d'automne, à ce qui paraît,
pendant que la vieille buteur tirait sa robe verte. Nous nous épousions dans les foins, sans mère, sans noces et sans témoins, à Montmartre. Depuis nous avons des marmots, des petites jumelles, des petits jumeaux, qui feront certes des petits poiriers qui grandiront, qui produiront et qui mourront à Montmartre. Malgré que je sois un roturier, le dernier des fils d'un poirier de la rue Berthe, depuis les temps les plus anciens, nous habitons, moi et les miens, à Montmartre. C'était à Montmartre, interprété par Germaine Montero. Vous avez bien entendu, hein, à Montmartre, pas à Montmartre. Montmartre. Ça, c'était l'accent parigot du 19e siècle. L'émission à Racaille, concernant notre visite récente au musée de Montmartre et à la famille Utrio-Valadon-Hutter, dont Piquet-Cou va vous causer tout de suite de sa petite Valadon chérie. Alors, ouais, Suzanne Valadon, moi je vais un petit peu raconter sa vie. Donc en fait, au départ, son prénom, c'est Marie-Clémentine. Donc elle s'appelle Marie-Clémentine Valade et elle est originaire du Limousin. Sa maman est montée du Limousin pour rechercher le papa de sa fille qu'elle n'a jamais trouvé. Donc sa mère était blanchisseuse. Et donc Suzanne Valadon, enfin Marie-Clémentine, est née en 1865. Alors elle, avec sa mère, donc elles vivent à Montmartre, donc qui est ce petit village qu'on vient un petit peu de décrire, et on l'appelle Maria, voilà, quand elle est toute petite, et elle aime déjà bien dessiner avec ce qui lui tombe sous la main. Donc elle va être rapidement déscolarisée et elle va faire des petits métiers. Elle va être bonne d'enfant, apprentie modiste, dame de compagnie, jusqu'à être acrobate dans un cirque. C'est là où elle avait envie de vivre, mais malheureusement elle va faire une chute. Elle ne pourra plus retravailler dans le cirque. Et à 15 ans, elle va être le modèle de Puvis de Chavannes pour son tableau le bois sacré, cher aux arts et aux muses. Donc c'est un tableau quand même plutôt célèbre. Et à 18 ans, elle va rencontrer Miguel Utrio, donc avec qui elle aura ce fils Momo, mais qui sera reconnu par son père seulement bien plus tard. Alors elle pose aussi donc pour Renoir, donc comme tu l'as dit pour Toulouse-Lautrec, avec qui elle a une liaison donc passionnée, voire destructrice. Hein. Ouais. Mais Lautrec est important quand même pour son boulot parce qu'il l'encourage énormément dans son travail, quoi. Et c'est là qu'elle va devenir Suzanne. Pourquoi ? Parce qu'elle est surnommée par Toulouse-Lautrec Suzanne, tout ça parce qu'elle pose pour des peintres âgés. Donc il fait référence au tableau Suzanne et les vieillards. Donc elle va continuer de dessiner et son trait s'affirme, hein, tout comme son caractère. Donc elle fréquente les cabarets montmartrois en vogue, comme le Lapin Agile ou le Moulin de la Galette ou le Chat Noir. Elle rencontre Éric Satie aussi, avec qui elle fait le portrait, et dont elle sera la seule relation intime. D'ailleurs, Éric Satie était amoureux fou de Valadon. Il a demandé plusieurs fois en mariage, mais elle a refusé. Elle va rencontrer Degas, qui va aussi l'encourager à poursuivre son boulot et qui va la soutenir, ce qui est pas rien. Degas avait quand même un charisme important dans le milieu, quoi. Et un seul caractère. Donc elle s'appelle Suzanne Valadon, elle a 30 ans, et elle se marie avec un banquier riche et ambitieux. Donc là, ils quittent Montmartre, ils vont habiter à Montmagny, et ils vivent donc avec Madeleine, qui est la maman de Suzanne, qui fatigue de plus en plus, son fils Maurice, et Paul Moussis, qui est son mari. Alors Maurice, effectivement, boit de plus en plus. Suzanne, elle peint, son talent s'affirme. Et puis le couple se sépare après quelques années, car Suzanne rencontre André Hutter, qui est donc un ami de son fils, hein, qui a donc 20 ans de moins qu'elle, et qui est également peintre. Alors elle fait une première exposition individuelle en 1911 chez Clovis Sagot, et elle participe l'année suivante à une exposition de groupe à Munich. Elle va épouser André Hutter, qui part à la guerre,
Et là, elle fait une grande composition qui s'appelle Le lancement de filet, qui est exposé au Salon des Indépendants. Et ça, c'est un tableau qu'on voit dans cette salle, donc qui est réservé à leur exposition. C'est la dernière salle de l'exposition, ce qu'on voit en sortant, justement, ce grand lancement de filet que moi j'aimais bien. Et Robert, quand il l'a regardé, tout de suite a vu 2-3 incohérences graphiques. Et sa mère, en 1915, sa mère Madeleine décède. Et Suzanne va peindre de nombreuses toiles, beaucoup de portraits, des nus, des natures mortes, des représentations réalistes de la vie montmartroise. Elle a un trait qui est épais et appuyé, quoi. Elle travaille avec un cerne noir. Moi, je crois que c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on a l'impression d'avoir une peinture d'homme, en fait. Oui, mais quand le cerne noir est bien foutu, pas comme dans ces 3 zozos, là, c'est, parce que oui. Piquet-Cou dit 2-3 erreurs, moi, à mon avis, il y en avait 3 douzaines, enfin bon. Oui, sur le mollet, il y avait effectivement, t'as raison, il y avait un trait qui allait pas que sur le mollet de. Ouais, il y avait l'ombre de la fesse. Non, mais de toute façon, elle va défendre Mornicus que bon, Ouais, parce qu'en fait, ce que j'ai vu, j'aime beaucoup quand même sa façon de peindre affirmée, quoi. En fait, le cerne noir, je m'aperçois que j'aime beaucoup, quoi. Et parce qu'il y a aussi la tireuse de cartes, il y a des toiles qui t'ont fait un peu penser à Matisse quand même. Tu m'as dit tiens, je sais où Matisse a pioché son inspiration. Bah, il a pioché la danse dans cette toile que Piquet-Cou vient de vous décrire, quoi. Voilà, alors en fait les peintures de son fils Maurice se vendent bien, hein. C'est vrai que et Hutter, donc lui effectivement, il s'occupe de la vente des toiles, il fait rentrer de l'argent à la maison. Bah voyons. Donc toute la petite famille, en fait, après Montmagny, va repartir vivre à Montmartre. Alors Hutter achète un château dans le Beaujolais, Suzanne va réaliser plusieurs paysages des alentours, elle a un succès international et l'État lui achète aussi des toiles. Et à la fin de sa vie, elle se sépare après d'André Hutter. Et à la fin de sa vie, elle se lie avec le peintre qui s'appelle Gazi le Tatar. Et là, elle va mourir d'une congestion cérébrale le 7 avril 1938 et être enterrée au cimetière parisien de Saint-Vincent, donc à Montmartre, quoi. Ouais. Et donc voilà pour la vie de Suzanne Valadon. Et donc on avait vu rue Cortot, donc effectivement dans ce petit musée, on voit aussi, en plus de l'atelier, on voit le petit appartement, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Ça faisait penser un petit peu en moins riche, évidemment, en plus pauvre. Oui, si c'est moins riche, c'est forcément plus pauvre, quelque chose comme ça. Celui de, comment dirais-je, de Moreau, à Montmartre aussi, mais c'est rue, je sais plus comment, la musée Gustave. La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, ouais. Ouais, c'est tout petits appartements, une toute petite pièce, c'est assez, contrairement à l'atelier il est pas somptueux, l'atelier, mais il y a quelque chose dedans de lumineux, qui vraiment, et puis alors, il y a des petites palettes de Utrillo. Voilà, qui peuvent se mettre dans un sac à dos, mais j'ai résisté. J'ai résisté parce qu'il y a beaucoup de caméras. Puis il y a opportunément une dame qui est rentrée. Je me demande si c'est pas une dame du musée qui vient de temps en temps jeter un œil parce que autrement il est pas gardé du tout, quoi. Voilà. Et il y a vraiment des pièces qu'on peut mettre dans un sac à dos. Bon. Voilà, alors moi je vais parler un petit peu d'André Hutter, même si effectivement le personnage est moins sympathique. Ouais. D'ailleurs, il y avait peu de toiles de lui, hein, quand même. Oui, heureusement. Ouais, et en faisant sa bio, je me suis aperçu qu'il avait beaucoup peint et vendu quand même, quoi. Donc lui, André Hutter, c'est un Montmartrois, hein. Il est né au pied de la butte Montmartre, dans une famille qui était une famille d'artisans, hein. Il a un père qui est plombier zingueur. Et effectivement, la butte Montmartre, toute cette effervescence et tous ces peintres lui permettent de s'initier en autodidacte à la peinture sur le motif et lui permettent aussi d'acquérir un peu de culture artistique. Donc il fréquente le Lapin Agile, le Bateau Lavoir et il rencontre beaucoup de peintres, hein, dont Picasso et ses compagnons poètes. Et c'est là qu'il rencontre aussi donc Utrillo. Et en fait, c'est en 1906, quand il ramène Utrillo chez lui, alors un soir Utrillo a bien trop bu, qu'il est complètement ivre, il fait la connaissance de Suzanne Valadon, qui à l'époque est mariée avec son banquier, et donc elle est bien plus jeune que lui, et c'est après qu'ils deviendront amants par la suite, quoi. Alors Hutter est aussi un très bon ami de Modigliani, hein, j'ai l'impression qu'ils faisaient aussi la fête ensemble. Ouais. Alors après, Hutter ne travaille plus pour son père, hein, mais il va travailler à la centrale électrique Truden, c'est la centrale qui est chargée de l'éclairage de la butte. Donc Suzanne et Hutter deviennent amants, donc elle divorce du banquier, et lui l'encourage dans son travail et va la pousser à réaliser de grands formats.
Et en fait, Suzanne et Utrio qui reviennent vivre aux 12 rue Cortot avec Uther et Madeleine, la maman de Suzanne. Donc Uther peint et vend ses toiles. Et à la suite d'une cure du trio, le trio part vivre en Bretagne pour peindre et se reposer. Ils iront aussi en Corse. Alors Uther peint des paysages, dont le pont dans la campagne et le portrait de Valadon qui se coiffant, qui est conservé au Petit Palais de Genève, ainsi que son autoportrait qui est du musée de Sannois. Donc Uther se marie avec Suzanne, puis c'est la déclaration de guerre, il s'engage, et alors donc il ne peindra que lors de ses permissions. Il est blessé, et la famille part se reposer dans le Beaujolais. Ensuite, ils vont retourner vivre rue Cortot après la guerre, et le trio expose chez Louise Weil, et donc lui c'est un peu le manager de Suzanne et Utrio, il les défend auprès des marchands, et il gagne surtout beaucoup d'argent, ce qui lui permet d'acheter un château en ruine près de Belleville-sur-Saône. Donc ce trio, il séjournera régulièrement, chacun y possède son atelier. Alors là, c'est le temps des réceptions, de la grande vie, mais aussi des disputes. Donc Suzanne va finir par le quitter, elle va aller vivre avec son fils dans l'appartement qu'il a acheté rue Junot, et Uther lui garde cet appartement de la rue Cortot. Donc il anime des réunions d'artistes, il continue de peindre, d'exposer, de vendre, il fait des portraits mondains, des natures mortes, des paysages. Et il avait prévu, après la mort de Suzanne, d'écrire une biographie. Il avait eu des notes, mais qu'elles n'ont jamais été éditées. Elles sont conservées au Centre Pompidou. Et il écrit un article sur la carrière du trio dans la revue Beaux-Arts, quoi. Ensuite, il va vendre son château, il donne des toiles à ses amis, et un soir, en sortant du Lapin Agile, il prend froid et il meurt d'une pneumonie. Ouais. Voilà un peu la vie de cet André Uther. D'accord, c'est en quelle année qu'il est mort? En 48. En 48, d'accord. Ouais. Ouais, il meurt assez jeune. Ah ouais? Ouais, une soixantaine d'années, je crois. Ah d'accord. Bon, il avait bien vécu, alors. Voilà. Ouais, alors c'est vrai que nous, on l'a pas trouvé si sympathique. On avait lu un petit peu d'autres bouquins où on avait quand même l'impression qu'il exploitait bien quand même... le filon. Les deux, quoi, Valadon et Utrio. Oui, c'est grâce à ça qu'il vendait peut-être ses toiles aussi. Hein. C'est évidemment encadré par ces deux pointures. Voilà, c'est plus facile que si vous venez tout seul avec votre petite toile sous le bras. Tant pis pour vous si la place du Tertre a préféré Montmartre, si le Lapin Agile inspira Utrio bien mieux que l'opéra. On vous laisse vos tours Eiffel et Montparnasse, on vous laisse nos marches pour grimper jusque-là. Tant pis pour vous si la nuit quelquefois au clair d'un réverbère, on croise Boris Vian venu nous dire un petit bonjour en passant. On échangerait bien si ça pouvait se faire, un bout du Sacré-Cœur contre Ménilmontant. Tiens, un Parisien se promène avec l'accent de la Seine. Que vient-il faire dans nos murs? Tiens, c'est pourtant jour de semaine. Moi je sais ce qui l'amène, c'est tout simplement l'air pur. Tant pis pour vous si les gamins chez vous ne courent plus dans les rues, si malgré les années la dame du café vous reste une inconnue, si vos fleurs au balcon ou plutôt aux fenêtres ne tiennent plus le coup que de 3 jours peut-être. Tant pis pour vous si au milieu des peintres et des joueurs de cartes les amoureux du monde se sont donné le mot pour s'embrasser ici. Et si l'on dit partout que Paris c'est Montmartre, nous on dit que Montmartre n'est pas vraiment Paris. Tiens, un Parisien se promène avec l'accent de la Seine. Que vient-il faire dans nos murs? Tiens, c'est pourtant jour de semaine. Moi je sais ce qui l'amène, c'est tout simplement l'air pur. Tant pis pour vous si la place du Tertre a préféré Montmartre, si le Lapin Agile inspira Utrio bien mieux que l'opéra. On vous laisse vos tours Eiffel et Montparnasse, on vous laisse nos marches pour grimper jusque-là. Tant pis pour vous si la nuit quelquefois au clair d'un réverbère
On croise Boris Vian venu nous dire un petit bonjour en passant. Mais tout bien réfléchi à faire ou pas à faire. Car dans le Sacré-Cœur et vous Ménil montant. Mais tout bien réfléchi à faire ou pas à faire. Car dans le Sacré-Cœur et vous Ménil montant. C'était Montmartre, interprété par Georges Chelon. Sinon, on peut rajouter que dans ce petit musée à la librairie, il y a, nous on les a pas achetés, mais il y a 2 bouquins. Il y a un bouquin qui est sur le musée de Montmartre, donc avec tout ce qu'on a un petit peu raconté au départ, et un bouquin qui est réservé donc à l'exposition Valadon ou Terre ou Trio, quoi. Voilà, c'est ça. Qu'on appelait le trio infernal. Hein. Je sais pas si on ouais. l'avait dit, mais je crois que si. Ouais, enfin bon. Vous êtes toujours sur Radio Sous-Pente, enfin on l'espère, l'émission à racaille. 100 fois sans louer sans courbette, qui va se finir tranquillement avec le culturel, avec un peu de lecture du cinéma et enfin avec le salut à nos amanches. Tout de suite, ma camarade Piquet-Cou va vous parler de La ruée vers l'or de Charles Chaplin, qu'elle a vu récemment. Ouais, il n'y a pas grand chose à en dire si ce n'est un classique de Chaplin de 1925, mais voilà, c'est tout le génie encore de Chaplin avec tout son personnage du vagabond qui va trouver de l'or, toutes ses mimiques, tout son jeu fantastique, d'acteur muet qui fait plusieurs rencontres avec des scènes très connues, de la chaussure qu'il est en train de manger, de la maison, de la cabane dans laquelle il est, avec les hallucinations de son coéquipier qui le voit en poulet. Enfin voilà, il y a des scènes qui sont connues, mais ça reste un film magnifique. Ouais, parce qu'ils sont en même temps des satires sociales. Il ne faut pas l'oublier. Il a vraiment scruté les gens voilà, on dirait aujourd'hui ceux d'en bas. Il a vraiment, mais c'est comme un travail de travailleur social, si on peut dire ça comme ça, voilà. Oui, comment on les appelle, les gens qui sont dans les assos comme ça, dans les quartiers et tout, des sociocus, quoi, voilà. Tout ça, c'est pas complètement pour rigoler. Voilà. Son cinéma a été fait pour les classes vraiment très très populaires, les illettrés, etc., les ouvriers, un peu comme la bande dessinée d'origine aux États-Unis. C'était fait pour les gens l'alphabet, etc. Il fallait que les vignettes parlent sans mots, voilà. Et tous les films de Chaplin, moi j'en ai une petite série là, de petits Scopitons, on pourrait dire ça comme ça, tous ces petits trucs, quoi, voilà. Et ben ce sont des bijoux, des trésors d'observation sur vraiment ce monde pauvre des États-Unis, voilà, qui était un peu le même en Angleterre, en France, voilà, dans tout le monde occidental. Ouais, non, c'est. Alors c'est pas simplement des films pour rigoler, comme quand on est gamin, parce que quand on est gamin, on voit que les gros balabars qui terrorisent les petits, etc. On voit Chaplin comme un espèce de Robin des Bois des pauvres, voilà, de la rue, des bas-fonds qui bottent le cul aux gros balaises et puis qui lui passent entre les jambes pour s'échapper, etc. Mais c'est pas ça. Chaplin, c'est pas du tout qu'un truc rigolo, basique. C'est beaucoup plus que ça. C'est une étude sociologique de son époque extraordinaire. Là, c'est pour ça que ça fonctionne chez tout le monde, à tous les âges, bien sûr. Peut-être pas chez les bourgeois, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Il faudrait qu'on fasse une étude là-dessus. Et nous avons regardé avec mes camarades, alors quelque chose qui ne porte pas vraiment à la réflexion, hein. C'est la dernière croisade, le dernier Indiana Jones, je crois, Indiana Jones, avec, comment il s'appelle déjà ? Harrison Ford. Harrison Ford et Sean Connery, qui fait son papa. On a eu l'occasion de voir quelques nazis, bon teint, voilà. Ça nous a permis de cracher un petit peu. Mais bon, c'est un film qui se regarde comme tous les films de cette série. C'est surtout pour les enfants ou pour les vieux qui ont besoin de se reposer un peu la tête. Moi, je reconnais que j'avais pas vu les films d'Indiana Jones, donc
il fallait quand même qu'au moins j'en regarde au moins un. Du coup, j'étais quand même plutôt agréablement surprise parce qu'effectivement, c'est un film où on sent qu'il y a des clins d'œil à certains films du cinéma. C'est du Spielberg quand même, et ça reste très plaisant, très bien monté. On s'ennuie pas. Voilà, donc c'est quand même un bon moment de cinéma, quoi. Oui, c'est pas vraiment cucu, quoi. Voilà. Même si c'est, on peut pas dire que c'est de la série B, pas du tout. Parce que comme l'a dit ma camarade, et je ne vais pas le répéter, puisque j'en ai marre de passer pour le zozo de l'équipe, hein, mais voilà, c'est comme elle dit. Hein, Yoda a dit, je ne vais pas le mettre. Bon. Et moi j'ai lu une BD qui s'appelle Peau d'homme, c'est aux éditions Glénat. C'est une BD qui est sortie assez récemment et qui est vraiment très bien. On est en Italie au moment de la Renaissance et Bianca, qui est d'une famille bourgeoise, est en âge de se marier, donc c'est le mariage forcé. Donc ses parents lui ont trouvé un fiancé qui remplit les cases cochées par les parents. Et Bianca est un peu étonnée, donc elle a pas tellement envie d'épouser ce garçon qu'elle connaît pas. Et en fait, sa famille détient un secret. Je crois que c'est sa tante qui sort de son coffre une peau d'homme. Donc en fait, quand on revêt cette peau d'homme, on ressemble à un garçon, et donc on peut sortir dans la ville et mener la vie des garçons. Donc elle va utiliser cette peau d'homme pour aller rencontrer son fiancé et un peu découvrir qui il est. Donc ça va être un prétexte justement à toute une histoire qui est très ouverte. C'est-à-dire que c'est un peu comme une femme, mais on peut retrouver de la religion. Elle va découvrir la sexualité aussi, parce que il va s'avérer que son mari proposé en fait est un homosexuel, donc lui se marie par convention, mais c'est pas son attirance sexuelle. Donc on va retrouver ça, il y a beaucoup d'humour, il y a un franc-parler, et en fait c'est vraiment c'est un livre qui permet une grande ouverture d'esprit et qui est intéressant à ce niveau-là justement. Et moi j'aime beaucoup le graphisme, c'est un graphisme très très clair, ça se lit bien, c'est vraiment à conseiller, quoi. Bien. Toi, la peau d'homme, c'est pas. Moi, j'en étais resté à peau d'âne, mais c'est un peu le même problème, hein, peau d'âne ou peau d'homme. Mais là, c'est pas peau d'âne, c'est vraiment peau d'homme, quoi. Bon. Eh bien, vous écoutez encore un petit peu Radio Sous-Pente, la station de Rapin sans fouet, sans bouet, sans curbet, qui émet depuis un garni et diffuse sur Internet à racaille.fr. Et tout de suite, j'ai salué, nous saluons avec ma camarade, le concert, évidemment, nos amanches, enfin ceux qui nous écoutent, on sait, en tout cas qui nous écoutent, Claude et André de la Nation. André va toujours de mieux en mieux, hein. Bon, il va verser 90 balais, je pense qu'il y arrivera, hein, au finish. Karine nous est une copine à ma camarade, voilà, qui est une artiste éminente, de Montigny-les-Boudins. Marie-Christine Béguet, notre graveuse de Roche, elle est comment dirais-je, dans le Gard, voilà, à Pugeot. Et elle devrait être aujourd'hui, normalement, en Cévennes, parce qu'elle a déménagé, mais on n'a pas de nouvelles, on ne peut pas vous le certifier. Claude et William, alors là, c'est nos gros poteaux, hein, de Brest. Tu as répondu à Claude et William? Non, mais je leur réponds à l'oral, en tout cas, qu'on était très contents de les lire, et qu'on est content, oui, comme j'avais dit autrefois, qu'ils ne soient pas morts d'ennui, et on pense toujours très très fort à eux. Ils nous manquent. On a on va y aller un de ces quatre, hein, de ce côté-là, parce que moi je veux toujours aller sur la petite plage où aller peindre, comment dirais-je, Raymond Imbert, voilà, c'est à Port-Spoder, un drôle de bled. Voilà, c'est mon rêve d'y aller, poser les pieds et le cul, en tout cas. Bon, Jean-Paul Sauvraz, un peintre éminent de Coups de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, il faut y aller là où on y est allé d'ailleurs. Une petite rue de Schnorr avec des petites maisons en briques et tout ça, comme la maison de Jean-Paul. Il a son atelier dans la maison, dans une pièce, voilà, c'est un joli bordel, mais bon, comme tous les ateliers, en fin de compte, il n'y a pas de souci. Claudine, une copine à ma copine, voilà, elle se retrouve toutes les semaines avec ma copine autour d'un café ou d'un petit brunch. Bon. Elles s'en font pas les meufs dans le quartier, là. Pénouzi Jean, qui est dans le Val d'Oise, hein, qui nous en envoie bien bonne, bon. Corinne, salut Jeannot. Corinne, une tapissière bien aimée, qui tapisse, voilà. Anne-Emmanuel et Frédéric, deux artistes qui sont potes avec Corinne, voilà.
Juliette Planck en relégation à Rochefort-sur-Mer, une graveuse taille d'épargne. Clément, graveur taille d'épargne, qui grave sur tout ce qui bouge, le Vincent Van Gogh de la gravure. Agnès Dubart, taille d'épargne, qui travaille sur des grands formats, qu'on a connu à Lille, dans ce petit atelier, et puis après qui est descendu dans l'Ariège, et puis maintenant qui remonte en Bretagne Sud. Alors on ne sait pas où elle en est, si elle est déjà en Bretagne Sud, ou peut-être sur le chemin de Compostelle ou ailleurs. Elle aime beaucoup la balade. Hein. Thierry Morciot, un graveur belge de Bruxelles, alors lui, il n'est pas en taille d'épargne, il est en... Taille douce. Taille douce. Non, il n'est pas en taille douce, il est en... Il griffe la plaque dans le cuivre avec... comment ça s'appelle? Et Nicole qui va encore se foutre de ma poire, mais enfin bon. Si je peux même pas m'appuyer sur toi, hein. L'eau forte, voilà. En eau forte au Thierry Morciot. J'ai trouvé toute seule Nicole, hein. Alors voilà, tu peux, hein, quand même. Colette, Jacqueline et Nicole, justement, elle est là, Nicole. Hein. Ces 3 veuves d'artistes, je ne dirais pas des veuves joyeuses, non, je ne dirais pas jusque-là. Mais des veuves qui font vivre la mémoire de leur mec, voilà, de leur œuvre en tout cas. Et Liliane et Laurence, 2 écrivaines, qui signent sous le pseudo de Claude Isner des livres, des polars. Non mais, vous imaginez des polars? Faut les voir, hein, pour faire la liaison avec des polars, faut être quand même assez fort. Hein. Bon, mais elles sont fortes, ça marche leur petit business. Geneviève, notre sorcière bien aimée, qui quand même aimerait bien que son bistrot favori puisse enfin l'accueillir à une de ses tables. Michel Pellouin, un peintre qui était mon voisin du dessus avant, maintenant, bon, je suis parti du dessous, donc... mais le peintre est toujours là et il peint bien. Marie-Christine et Christophe, 2 militants de chez Militants qui militent. Cécile, de la 125e puissance, une fabuleuse émission qu'elle animait sur une radio Omni, dont on ne citera pas le nom. Oui, Cécile, on la sent toujours. Ta 5e puissance. On pense très fort à toi, on t'aime bien et on t'embrasse. La Rose Flamboyante, José Arthur, le mélange, la Rose Flamboyante, qui anime 2-3 émissions, je ne sais plus, sur cette radio Omni, voilà, donc on ne dira pas le nom, mais vous pouvez l'écouter, La Rose le mercredi après-midi, et José Arthur le dimanche en fin d'après-midi. Son émission à José s'appelle Le Mélange. Voilà. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre qu'on a découvert dans la galerie de Florence Quenu à Bourg-en-Marle. Alice Amoroso, une graveuse taille d'épargne, très jeune, mais alors ça pulse, attention. Alice Amoroso, c'est pas rien du tout. Hein. Antoine, c'est Antoine, Dominique. Antoine des Champignons. Antoine des Champignons, c'est écrit à côté, alors il faudra que j'enlève la virgule. Antoine des Champignons, c'est un petit groupe musical, hein, qui s'appelle les Champignons. Voilà. On a hâte d'aller écouter Rob Bagnolet quand tout aura repris. Voilà, les Champignons. Florence Quenu, une galériste de la galerie Kaléidoscope. C'est elle, Kaléidoscope? Non, c'est Marie Dognaud. Ah oui, Florence Quenu, c'est... Ah oui, Florence Quenu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la libraire de Bro-Marlotte, oui. Dominique Paula-Dardon, une galériste, hélas aujourd'hui disparue, qu'on aimait beaucoup, et dont on chérit le souvenir. Marie-Pierre, mon docteur, qui est aussi une amatrice d'art, voilà, pas qui est Marie Dognaud, qui est une galériste itinérante, qui va ouvrir sa galerie sur une nouvelle exposition, qu'on ira voir, et on vous en parlera. Il y a aussi les Gonzalez, hein, c'est un couple aussi très très chaleureux, qui collectionne l'art aussi, voilà. Heureusement qu'il y en a encore quelques-uns, parce que avec les galeries fermées, les expositions fermées, tout est fermé, qu'il reste quelques amateurs d'art qui peuvent venir faire encore un peu des emplettes dans les ateliers. Tendance à se renfermer les ateliers, la poussière s'accumule. Marie-Louise, une auditrice qu'on aime beaucoup, qui nous écoute et qui est assez enthousiaste d'ailleurs, d'après ma camarade Piquet-Cou, qui la connaît personnellement. Voilà, alors on a sûrement d'autres gens, mais qui se fassent connaître, on parlera d'eux. L'émission est à l'écoute sur le blogger que je vais faire, hein,
Et on va écouter tout de suite Faut vivre de la camarade Mélisse Mel. Salut les copines, salut les copains. Salut tout le monde. Malgré l'écran suet une néance, et pour mieux nous manger enfants, et les silences, et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.